Merci Fadila, merci Florence pour cette présentation. En guise d'avertissement, évidemment, je ne parlerai pas de la Belgique que je connais peu, voire pas du tout, et les questions de laïcité, renvoyant ces questions-là à la seconde partie du débat. Et donc je parlerai de ce que je connais, c'est-à-dire de la situation française et de l'école française. En ce moment, il y a une polémique en France sur la question de la laïcité à propos des jeunes filles qui portent des abayas et des jeunes garçons qui portent des camis à l'école. Et donc, une polémique entre le ministre et les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement, on leur demande d'éradiquer ce mouvement, de le combattre, mais on leur dit il va falloir que vous trouviez des raisons locales, un contexte local pour pouvoir exclure, punir simplement, sanctionner ces collégiens ou ces lycéens. Alors que ce qui se passe, c'est que le contexte est national. C'est-à-dire qu'il y a sur les réseaux sociaux des invitations à porter ses vêtements, à transgresser la loi de 2004 sur l'interdiction des signes et des tenues religieuses dans les établissements publics. Donc, ça ne progresse pas vraiment. Le ministre a commencé par nier l'importance du phénomène en disant que ce n'était pas très documenté. Ça fait depuis 2004 qu'on en parle, évidemment. Et il a demandé à ses services de faire remonter chaque mois des statistiques d'atteinte à la laïcité. On en est à 720 sur le mois d'octobre. Je peux vous dire que, parce que je connais bien le problème, qu'on est à des années-lumière du nombre d'atteintes à la laïcité qui ont lieu dans les établissements scolaires. En tout cas, on a des enquêtes aujourd'hui qui montrent que la pénétration de l'islamisme ne se réduit pas à 720 incidents par mois. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, on a un rapport de l'inspection générale sur ces remontées statistiques qui datent de 2019 qui dit qu'en aucun cas ces chiffres produits par les académies, en France les académies c'est les régions scolaires, qu'en aucun cas elles peuvent être considérées comme fiables et comme pouvant être utilisées comme statistiques. Donc le ministre veut en faire un indicateur de suivi, etc. Tout ceci, évidemment, c'est un peu de la poudre aux yeux. Pour être simplement citer deux chiffres. Dans une enquête auprès des enseignants du public et du privé, le privé en France est essentiellement le privé catholique qui fait 20% des élèves, à peu près, on leur pose la question, avez-vous déjà rencontré des contestations de votre enseignement au nom de la religion? Et on a un quart des enseignants d'éducation physique, d'éducation morale et civique, de SVT, sciences des vies de la Terre, histoire, géographie, etc. Et on a aussi 11% des professeurs d'art ou de musique qui déclarent avoir déjà rencontré. Donc vous voyez l'ampleur de ce phénomène. Et puis on pose aussi uniquement aux enseignants du second degré public, cette fois-ci, la question suivante. Afin d'éviter de possibles incidents, vous est-il déjà arrivé de vous auto-censurer? Donc autocensure préventive. Et on a 49% qui répondent oui, ce qui constitue une augmentation de 13 points par rapport à l'enquête de 2018. Et on voit là l'effet Samuel Paty. Avant Samuel Paty, on était à 36%. Après son assassinat, 49%. Mais si on regarde un peu l'âge de ces professeurs qui répondent « oui », ça m'est déjà arrivé de m'auto-censurer. Alors pour la moitié d'entre eux, c'est souvent ou de temps en temps, c'est-à-dire plusieurs fois par an. Et on a 30%, on a les moins de 30 ans, c'est-à-dire les tout jeunes enseignants, sont 68% à répondre oui, alors qu'ils ont la carrière la plus courte. Et pour les plus de 60 ans, les enseignants de plus de 60 ans, ils ne sont que 30%, alors qu'ils ont la carrière la plus longue. Donc vous voyez un peu cette pénétration, cette peur qui saisit les enseignants. Voilà. D'où la problématique que je vous propose pour l'exposer. Cette agitation médiatique, cette réponse du ministre sur la comptabilité vétilleuse ou prétendument vétilleuse des atteintes à la laïcité, ne sont-ils pas l'arbre qui cache la forêt d'un phénomène d'une toute autre ampleur, d'une toute autre gravité et d'une toute autre nature? Voilà. Et le plan que je vous propose, c'est, première partie, qu'est-ce que l'islamisme, pour qu'on soit clair sur
de quoi on parle. 2, la pénétration de l'islamisme dans la société, dans la jeunesse et dans l'école française, état des lieux. Troisièmement, pourquoi, les causes de cette pénétration. Et en conclusion, que faire, comment agir. Et on va dire aussi, comme beaucoup de journalistes m'ont posé cette question en termes de conclusion dans les interviews, n'est-il pas trop tard? N'est-il pas déjà trop tard? Donc, qu'est-ce que l'islamisme? L'usage du mot remonte au XVIIIe siècle et à l'époque, il est utilisé pour désigner la religion des musulmans. L'islamisme, c'est la religion des musulmans. Et puis, au début du XXe siècle, l'usage de la langue française fait qu'on va prendre le terme arabe, islam, pour désigner la religion musulmane, islam. Et le terme islamisme tombe en désuétude. Il est repris par un historien, Bruno Etienne, pour lui donner une signification très différente. Si vous voulez, le isme, le premier du XVIIIe siècle, était fait sur le terme, sous le modèle du suffixe catholicisme, protestantisme, bouddhisme. Et là, il lui donne un sens politique calqué sur socialisme, libéralisme, communisme. Et donc, il s'agit bien d'une idéologie, on va voir, qui a un caractère éminemment politique. Surtout si on regarde, deuxième point, la genèse de l'islamisme. XVIIIe siècle, le wahhabisme qu'on appelle aussi aujourd'hui salafisme, c'est une entente qui va s'avérer jusqu'au jour d'aujourd'hui très durable, d'un accord fondamental entre une dynastie qui se crée à ce moment-là, le premier membre de cette dynastie, le premier roi d'Arabie Saoudite, et un prédicateur puritain, intégriste, et c'est l'alliance du sabre et du croissant. Voilà, je soutiens cette conception de la religion en tant que souverain, et moi, en tant que avec l'autorité religieuse, je soutiens la dynastie qui se crée. Et jusqu'aujourd'hui, cette alliance fondamentale n'a jamais été démentie. Deuxième mouvement différent qui se crée, les frères musulmans, c'était dans les années 1920, en Égypte cette fois-ci. Et il s'agit de lutter contre le mouvement moderniste, démocratique, qui s'inspire des Lumières, et de la laïcité en particulier, et qui veut arriver au pouvoir en Égypte, le Wafd. Et le Wafd à l'époque, d'ailleurs, dont la présidente du comité central est une femme, ce qui apparaît aujourd'hui absolument extraordinaire, vu l'évolution de la société égyptienne. Et ces frères musulmans vont ensuite élaborer, comme les salafistes, des stratégies de prise du pouvoir ou de conforter des pouvoirs, d'abord dans les pays du Moyen-Orient, et puis avec la création de diasporas musulmanes dans les pays occidentaux, de prise du pouvoir sur ces communautés, sur ces diasporas, dans les pays occidentaux. Et il y a deux grands stratèges qui ont commis des sommes, des textes extrêmement importants, en tout cas qui sont connus dans les milieux islamistes, qui développent des stratégies de conquête du pouvoir, y compris par la force, y compris par la violence, d'une part dans les pays du Proche-Orient, ce qui est le cas d'Al-Qobt, qui est le grand théoricien des frères musulmans, qui est mort en prison sous Nasser, je crois, qui a été pendu après avoir fait de la prison, plutôt, et qui développe, y compris la stratégie de la violence, qui a été ensuite reprise par Al-Qaïda, hein, qui est directement un mouvement inspiré des frères musulmans. Et du côté des salafistes, on a un autre théoricien beaucoup plus récent qui est Al-Souri, dont on ne sait d'ailleurs pas où il est actuellement, s'il est encore vivant ou dans une geôle syrienne ou ailleurs, et qui a développé, lui, une stratégie qui est directement orientée vers les diasporas musulmanes, avec l'idée que c'est l'idée qui a été
comment dirais-je, popularisé par Khomeini ensuite, du grand et du petit Satan. Les petits Satans étant les pouvoirs moyen-orientaux, il faut évidemment conquérir, mais comme ils sont soutenus par un grand Satan, c'est-à-dire par les États-Unis, l'Europe et Israël, si on veut vraiment déstabiliser les petits Satans, il faut s'attaquer au grand Satan. Et donc il faut porter la guerre dans ces pays. Et porter la guerre, eh bien, on a une arme, dit Al-Souri, c'est les communautés musulmanes. Et donc, on va semer la terreur dans les pays occidentaux de telle manière que les musulmans soient rejetés par les habitants de ces pays et tombent directement dans les bras des islamistes. Voilà. Donc, cette stratégie a été évidemment actuellement à l'œuvre à travers les terroristes et le terrorisme. Donc, du côté des salafistes, la branche armée, ça a été Daesh. Et Daesh et Al-Qaïda ne s'entendent pas souvent, pas beaucoup dans tous les pays où ils sont en concurrence, parce qu'ils représentent des mouvements historiques qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas nés dans le même contexte, et qui développent d'ailleurs des théologies qui peuvent être différentes. Le projet islamiste, donc j'en ai parlé, l'idée c'est qu'il y a deux types de pays, Dar al-Islam, la terre de l'islam, Dar al-Harb, qui est la terre de la guerre, ce qui n'est pas la terre de l'islam, c'est-à-dire la terre où règne la charia. Et si l'on veut faire une comparaison, et je crois que le premier qui l'a faite avec les deux grands totalitarismes du XXe siècle, le premier qui l'a fait, c'est l'écrivain et homme politique franco-espagnol Georges Semprin, dans un livre qui date des années 90, où il parle de l'islamisme comme le troisième totalitarisme du XXe siècle, qu'il appelle le totalitarisme vert. À l'époque, le drapeau libyen était vert. Et on a là, pour reprendre les catégories de Hannah Arendt dans son étude sur le totalitarisme, on a là les deux grands ingrédients qui sont effectivement présents dans la prise de pouvoir, dans la conquête du pouvoir et dans ensuite la gestion du pouvoir, c'est la propagande et le terrorisme, et la terreur. Hannah Arendt explique que voilà, aussi bien Lénine-Staline d'un côté, Hitler de l'autre, ont développé un projet de conquête et de maîtrise du pouvoir basé sur l'alliage entre la propagande et la terreur. Et c'est précisément ce qu'on voit, y compris évidemment dans nos pays, propagande à travers des prédicateurs dans les quartiers où les musulmans sont nombreux, et puis la terreur. Terreur qu'il faut remettre, dont il faut bien comprendre la nature. L'étude de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol en France, l'étude de 2019, montre que sur 40 ans d'attentats islamistes dans le monde, qui ont fait, je ne sais plus combien de centaines de milliers de blessés, mais 167 000 morts précisément, 91,2% sont des musulmans. Et donc les premières victimes de l'islamisme, c'est de loin et de très loin des populations musulmanes. Alors, la place de la France là-dedans. La France, la Belgique, je dirais la même chose, n'est donc pas l'épicentre, voilà, n'est pas le cœur du réacteur. C'est pas la cible première, forcément. En tout cas, quand on regarde le chiffre des morts, c'est clair. Mais ça a une valeur symbolique qui n'est pas négligeable pour les islamistes. La France, c'est la fille aînée de l'Église, c'est la Révolution, c'est les droits de l'homme. Et donc, faire un attentat à Paris est symboliquement quelque chose qui est très chargé. Et donc, la France n'est pas
particulièrement visée, mais elle est une cible quand même qui a sa valeur pour les islamistes. Et puis, la place de l'école française. Alors là, je me réfère à une revue qui était la revue de Daesh, la revue francophone de Daesh, et qui s'appelait Dar al-Islam, précisément. Une revue très luxueuse, dont le numéro 7, je crois, décembre 2015, s'intitulait « La France à genoux » et présentait en couverture la photo de 2 policiers français en pleurs dans les bras l'un de l'autre devant le Bataclan. Et on a là eu toute une série d'articles extrêmement intéressants, et bien documentés d'ailleurs, de rédacteurs francophones, évidemment, et qui font la liste de tous les péchés de la France, et en particulier des péchés de l'école française. Et il s'agit de dire aux musulmans, voilà pourquoi vous ne devez pas mettre vos enfants à l'école de la République. Et, alors il y a 11 péchés, on peut faire la liste, mais ce serait fastidieux. Mais ce qui était très intéressant, c'est la relativisation de la laïcité dans cette liste. C'est un péché parmi d'autres. La liberté, non, les hommes ne sont pas libres. C'est Dieu qui, etc. L'égalité, non, les hommes ne sont pas égaux, les femmes ne sont pas égales des hommes, les musulmans ne sont pas égaux avec les non-musulmans, etc. Toute une série d'arguments fondés à chaque fois sur des textes sacrés, sur des citations des textes sacrés, et qui font la liste. Et ce texte se concluait par que faut-il faire, parents musulmans? Eh bien, la première chose, c'est voilà, de partir, de mettre nos enfants dans une école musulmane ou de partir dans un pays d'art à l'islam. Mais il y avait aussi un appel au meurtre des professeurs français. C'est-à-dire qu'il faut tuer les enseignants français. Et vous savez que ce projet a été mis à exécution, si je puis dire, quelques années plus tard. Donc c'était déjà là comme une indication, un ordre même, de passer à l'acte pour tuer les professeurs. En fait, si on regarde l'ensemble de ce qui est reproché à l'Occident, donc la France n'est qu'un représentant de l'Occident, c'est tout simplement l'héritage des Lumières. La tolérance, l'humanisme font partie des 11 péchés, par exemple. Voilà. Pour résumer cette première partie, je dirais 1. L'islamisme n'est pas une religion. L'islamisme est un projet politique, une idéologie politique qui instrumentalise la religion pour parvenir à ses fins. Et ces fins sont des fins politiques. Parvenir au pouvoir, exercer le pouvoir. Il n'y a pas une religion islamiste. Et personnellement, je suis assez en désaccord avec ceux qui parlent d'islam politique pour parler de l'islamisme. Parce qu'on met l'accent sur la religion et on met le politique en second, alors que c'est un mouvement politique qui utilise la religion pour parvenir à ses fins. Deuxièmement, c'est un projet politique porteur d'un projet révolutionnaire, totalitaire. Une fois parvenu au pouvoir, Afghanistan, Iran, Turquie dans une moindre mesure, les islamistes imposent un régime qui voilà, contrôle totalement la vie privée et la vie publique des gens et n'accepte pas évidemment de perdre le pouvoir facilement. Troisièmement, dans cette instrumentalisation de la religion, c'est Bernard Rougier qui nous le dit, en particulier pour les frères musulmans, on s'est livré les théologiens se sont livrés à une réinterprétation des textes pour mettre au goût du jour, pour moderniser des textes qui étaient ceux du Coran et des hadiths, c'est-à-dire de la sunna, des récits de la vie du prophète, qui évidemment étaient fortement contextualisés par les sociétés de l'époque. Et donc, d'ailleurs, Rougier donne un exemple amusant de cette réinterprétation. Le maquillage des femmes.
rien n'est dit dans le Coran, vous l'avez dit, sur le maquillage des femmes. Comment faire en sorte qu'on puisse leur interdire de se maquiller? Eh bien, on va sortir la sourate 83 du Coran, Al-Mutafifin, c'est-à-dire les fraudeurs, qui interdit aux marchands de maquiller leurs produits pour les vendre plus cher. Voilà. Et donc c'est sur cette sourate-là que s'appuie cette interdiction pour ce Coran islamiste. Et donc, dernièrement, eh bien, terreur et propagande, la propagande islamiste va mettre en avant, va promouvoir auprès des musulmans une religiosité rigoriste et vindicative dont le but est profondément de séparer. Exemple, le voile. Exemple, le halal, la nourriture. Que dit le voile? Il dit, tu te marieras, tu es marié avec quelqu'un de ta religion. Et, bon, alors on pourrait faire une petite digression là sur le voile n'est pas islamique. En fait, le voile est pré-islamique et de quelques siècles, voire plus. Ce qu'il a signifié, et ce qu'il signifie d'ailleurs toujours, c'est le contrôle des hommes sur la sexualité des femmes. Pour une raison qui apparaît clairement et que Abdelwahab Medeb, dans un texte lumineux, met en avant, c'est que la femme est la seule qui connaît le père de ses enfants. Non, si vous avez... Je ne disais pas spécialement, mais excusez-moi. C'est la seule qui connaît le père de son enfant. Voilà. Et donc, c'est absolument intolérable pour le mari dans la perspective de l'héritage. C'est-à-dire la sûreté qu'il veut avoir que l'héritage va aller quelqu'un de son sang. La seule manière, c'est de cloîtrer la femme ou l'empêcher de sortir, voilà. Et d'être un objet de péché qui doit se cacher aux yeux des hommes pour ne pas susciter leur désir. Donc, le voile, c'est l'interdiction du lit. Le halal, l'alimentation, c'est l'interdiction de la table commune. Lorsque vous interdisez dans une société le lit et la table, que reste-t-il d'une société commune? Donc, on est là dans une idée claire, séparée. Séparée pour asseoir son pouvoir sur ceux que l'on a séparés. Deuxième partie, l'islamisme à l'école, et plus généralement dans la jeunesse française. Quelques exemples d'un état des lieux. Premier exemple, 2016, une étude du CNRS de Sciences Po de Grenoble sur 11 000 collégiens des Bouches-du-Rhône. Je vais extraire 3 questions d'une étude extrêmement longue, d'ailleurs qui était une étude européenne. Sébastien Rocher. La femme est faite avant tout pour faire des enfants et les élever. Alors, on avait les auteurs de l'enquête ont demandé la religion déclarée. Et donc, il y a 3 catégories qui ont suffisamment de membres dans l'échantillon pour être utilisées. C'est les sans religion, les catholiques et les musulmans. Sans religion, 16%, catholiques 30%, musulmans 41%. Une loi heurte tes principes religieux, que fais-tu? Je suis mes principes religieux. Catholiques 34%, musulmans 68%, le double. Les espèces vivantes, c'est ça qui m'a le plus marqué. Moi, les espèces vivantes sont le résultat de l'évolution. D'accord avec cette proposition, sans religion 66%, catholiques 30%, musulmans 6%. 6% qui pensent que, des collégiens, qui pensent que le professeur dit la vérité. Voilà. Oui, c'est assez étonnant. Mais qui montre bien la pénétration de l'islamisme. Deuxième étude
de l'EHESS de Paris, Anne Muxel et Olivier Galland, sur 5000 lycéens en 2018, qui est sorti d'ailleurs en librairie sous le titre « La tentation radicale ». Il ressort de cette étude que 12% des lycéens musulmans sont prêts à utiliser la violence pour imposer leur vision absolutiste de la religion. Donc ils légitiment la violence. Ça fait entre 120 et 150 000 dans une classe d'âge de l'âge des lycéens. Personne. Et on va voir que c'est corroboré par des enquêtes plus récentes. En particulier, troisièmement, les enquêtes de l'IFOP pour le comité Laïcité République. 2020. Question ou proposition, l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. C'est une question que l'IFOP présente régulièrement aux Français. Et le spectre gauche-droite est respecté. C'est-à-dire, plus on est à gauche, plus on répond non à cette question, plus on est à droite, ou l'extrême droite, plus on répond oui. Alors on a d'un côté Europe Écologie Les Verts, puis après les socialistes avec près de 50%, mais minoritaires, et puis on arrive évidemment au Rassemblement National à l'autre bout avec 80 ou 90% de oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière, cette enquête pour le comité Laïcité République, on a posé la question en fonction de la religion. Et aux musulmans en particulier. Les musulmans répondent oui à 29%. Ma religion est incompatible avec les valeurs de la société française. Mais, ô surprise, les jeunes musulmans de moins de 25 ans sont 45% à déclarer que leur religion est incompatible avec la vie dans la société française. En général, faites-vous passer vos convictions religieuses avant les valeurs de la République. Musulmans, 40%, mais moins de 25 ans, 74%, et plus de 35 ans, 25%. Donc on a là une rupture générationnelle chez les musulmans dont on reparlera. Enfin, des enquêtes pour directement de l'IFOP auprès des lycéens, auprès des professeurs, qui datent de 2021. En particulier celle que j'ai menée pour la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, avec l'IFOP. Alors je vais reprendre 3 questions. Avez-vous déjà observé, on demande aux lycéens, avez-vous déjà observé des contestations de cours? Voilà. Ils sont 50 à 25% à les avoir observés selon les disciplines. Et en zone d'éducation prioritaire, les zones d'éducation prioritaire en France sont les quartiers les plus défavorisés, mais qui regroupent un lycéen sur 5, enfin un élève sur 5 précisément, c'est-à-dire 20% à peu près des élèves. Et là, on a des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 75% qui ont 75 à 50% qui ont observé déjà des contestations de cours. Et aussi, alors là je vais reprendre l'histogramme de l'enquête de l'IFOP. Deuxième série de questions, avez-vous déjà observé des formes de séparatisme dans la vie scolaire de votre établissement? Et là, les formes de séparatisme, c'est voilà, d'abord à la cantine, et là on a des chiffres qui sont autour de 1 sur 2. Des absences de jeunes filles à des cours de natation, des contestations de repas de Noël, des absences de jeunes filles à des cours d'éducation physique, des refus d'entrer dans des lieux religieux lors de sorties scolaires, etc. etc. Donc je vais vers l'ordre décroissant. Et je lis quand même 2 choses qui ont beaucoup étonné les lecteurs des résultats de cette enquête. Avez-vous déjà observé l'instauration de vestiaires ou de toilettes séparées entre élèves en fonction de leur religion? Et là, on a 15% d'élèves qui répondent oui, 12% hors ZEP et 30% en ZEP, c'est-à-dire presque un élève sur 3 qui répond avoir déjà observé cette demande particulière. Et même l'institution dans les toilettes de robinets réservés aux élèves en fonction de leur religion.
Et là, on a quand même 32% qui répondent oui en ZEP. Donc ce n'est pas anecdotique. Ce sont deux choses que j'avais observées en 2004, que j'avais relevées dans mon rapport. Et j'avais été l'objet de Colibet, nous avions été l'objet de Colibet, en disant c'est un rapport qui n'est qu'anecdotique, que des anecdotes. Voilà. Et là, avec un appareil d'enquête très fiable, on voit que c'est rien d'anecdotique. Et on a là, résultat sans doute de prédicateurs salafistes qui sont obsédés par la pureté. Et donc, quand on demande à un inspecteur d'académie, celui du Pas-de-Calais précisément en 2004, qui m'avait donné cette anecdote, m'avait dit que c'était une autorité religieuse, un imam qui était venu pour lui demander la séparation des vestiaires entre musulmans et non-musulmans. Et il avait demandé, mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire se déshabiller ensemble des circoncis et des non-circoncis. Voilà quelle était la réponse. Je ne vais pas vous interrompre, mais l'école, c'est chrétien cela? Ou bien les élèves sont-ils organisés pour faire cela? Alors, c'est des demandes qui n'ont jamais été, évidemment, acceptées par l'institution scolaire, à ma connaissance, jamais. Mais pour l'instauration des toilettes, des robinets réservés aux musulmans, c'était une institution des élèves eux-mêmes. C'était à l'école primaire. Et donc, voilà, toi, tu es musulman, c'est ton robinet. Voilà. Bon. Dernier exemple. Dernière indication. Là, on demandait aux lycéens s'ils avaient déjà observé, et dans une question suivante, on demandait à ceux-ci qui avaient déjà observé s'ils étaient d'accord avec les auteurs de la contestation de cours ou de la contestation de la vie scolaire, des règles de la vie scolaire. Et on a 49% des lycéens, partagez-vous le point de vue des auteurs? Contestation de cours, on a 21% quand même des élèves qui ont observé, qui sont d'accord, qui étaient d'accord. Mais ça se monte à 53% en zone d'éducation prioritaire. Et si on demande la religion, ça se monte à 49% des musulmans. C'est-à-dire un élève musulman sur deux a été d'accord avec, sinon, l'auteur lui-même d'ailleurs. Sur les formes de séparatisme, on a aussi 26% qui partagent le point de vue des auteurs, mais cette proportion s'élève à 40% chez les lycéens musulmans. Enfin, 49% des lycéens sont favorables en France aujourd'hui au port de signes religieux par les professeurs, alors que 21% des Français le sont, donc plus du double. Et si on pose la question de savoir si les lois laïques françaises sont discriminatoires envers les musulmans, 37% des lycéens répondent oui, et 81% des élèves musulmans répondent oui. Donc on a une vision qui est une vision punitive, discriminatoire de la laïcité, qui est extrêmement majoritaire chez les élèves musulmans. Conclusion de cette seconde partie. Il y a un décalage entre les lycéens, plus généralement les jeunes, et l'ensemble des Français, sur toute une série de questions, en particulier celle-ci. Deuxièmement, il y a une incompréhension de la laïcité, cette conception punitive islamophobe, entre guillemets, de la laïcité, pour 80 à 90% des jeunes musulmans, selon les questions qu'on leur pose. Troisième conclusion, il y a un hiatus entre les jeunes et les moins jeunes musulmans. Une rupture générationnelle. Ce qui relativise tout à fait l'idée reçue qui existe parmi les professeurs français, que lorsqu'ils ont en face d'eux un élève, surtout jeune, à l'école primaire, qui conteste une règle ou un cours, un contenu de cours, c'est parce que chez lui, on lui a appris à faire ça. C'est comme ça, il est dans une famille radicalisée. Pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et l'irruption maintenant connue, notoire, des réseaux sociaux
et des nouveaux prédicateurs, c'est-à-dire des influenceurs qui ont le même âge que les lycéens, les collégiens, et qui les invitent à transgresser les lois, montre effectivement qu'il y a d'autres canaux pour influencer les jeunes que la famille. Et enfin, dernière conclusion, il y a un hiatus aussi entre élèves musulmans et non musulmans, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe en zone d'éducation prioritaire, ce hiatus est nettement moins prononcé. C'est-à-dire qu'il y a là, par solidarité, par individualisme ou par relativisme, un entraînement qui se fait des élèves musulmans vers les élèves non musulmans, en particulier parce qu'ils sont souvent majoritaires. Troisième partie, pourquoi ? Quelles sont les causes et les responsabilités, plutôt que les causes, de cette pénétration de l'islamisme dans la jeunesse française et dans l'école en particulier? Alors, évidemment, la cause principale, je l'ai dit, c'est quand même la prédication et le travail qu'ont fait ces prédicateurs à partir du milieu des années 90, qui sont venus d'abord d'Algérie, où se développait une terrible guerre civile. Et ils ont pénétré dans les quartiers. D'abord, on les a appelés les barbus, puis les blédards, qui venaient du bled, et qui ont converti d'abord un certain nombre d'hommes de leur âge, puis des familles, des femmes, et aujourd'hui, des enfants. Je parlerai des responsabilités internes à la société française, c'est-à-dire pas exogènes mais endogènes, et en particulier du monde politique et des responsables institutionnels de l'éducation nationale. Je vois 4 causes de cette pénétration de l'islamisme. Au fond, on n'a rien à reprocher aux islamistes, si je vais faire de la provocation, ils font leur métier d'islamiste. Voilà. Et ce qui est grave, c'est pas qu'ils fassent leur métier d'islamisme, mais qu'on leur laisse faire ce métier d'islamisme. La première posture, aussi bien politique qu'institutionnelle, c'est la cécité. J'ai pas envie de voir, et la cécité, je l'ai vraiment rencontrée chez un assez grand nombre de collègues, y compris inspecteurs généraux, qui ont commencé à lire le rapport de 2004 pour dire « c'est pas vrai, vous mentez ». Voilà. Moi, j'ai été recteur, moi j'ai été directeur de ministère, moi j'ai été ceci, je n'ai jamais entendu parler de cela, donc c'est faux. On était 10, heureusement, hein, voire enquêté, donc on avait des arguments solides. C'est un peu comme les climato-sceptiques, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas voir le tragique de la réalité. Et je vais faire une citation que je mets en conclusion, enfin au début de la conclusion de mon livre, qui semble a priori ne pas avoir de rapport avec la religion. Il s'agit d'une anecdote que relate Taïeff dans son livre sur Julien Freud, un philosophe, et qui donc est l'échange entre Julien Freud, qui soutient sa thèse à la Sorbonne, on est en 1965, et son professeur, président du jury, Jean Hippolyte. Et Jean Hippolyte lui reproche d'avoir utilisé la catégorie de Carl Schmitt, ami, ennemi, pour parler de la politique, pas de la guerre. Et voilà ce que lui réplique Julien Freud. Vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi comme tous les pacifistes? Du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas, raisonnez-vous. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez son ennemi, vous l'êtes, et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. Cultiver son jardin, c'est ce que disait Hippolyte. Mais la réplique de Jean Hippolyte est très éclairante.
Dans ce cas, si vous avez raison, lui réplique Hippolyte, il ne me reste plus qu'à me suicider. C'est le désespoir. Si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'on a des ennemis qui nous désignent, et c'est pourquoi Taguieff a intitulé son livre sur l'islamisme « Cet ennemi imprévu ». L'ennemi imprévu. L'ennemi que nous n'avons pas prévu, qui nous a désignés comme ennemis. Voilà la première cause, je pense, de cet irénisme. C'est le refus du tragique de l'histoire, le désespoir devant ce tragique. La deuxième posture, c'est la myopie. La myopie qui consiste à regarder la France, que la France, comme si l'islamisme était un phénomène français, qu'il n'avait pas des causes exogènes, et d'abord exogènes, et comme s'il n'y avait pas des stratèges, une guerre qui venait de l'extérieur d'abord, et qui nous concernait, bien que nous ne soyons pas en première ligne dans cette guerre. On regarde la France que la France. Et là, on voit que ces populations musulmanes sont discriminées, qu'il y a un terreau social qui expliquerait uniquement ce retour à la religion. Il y a une islamophobie qui explique cela aussi. On ignore tout de la dimension géopolitique de l'islamisme. Il suffit de regarder le premier acte fort de l'islamisme au XXIe siècle, les attentats du 11 septembre, pour voir que les auteurs étaient tous issus du lumpenprolétariat. C'était tous de la haute bourgeoisie, du capitalisme saoudite ou yéménite. C'est sous-estimer aussi considérablement la force intrinsèque des religions pour mobiliser les hommes. Le fanatisme a existé dans toutes les religions, je pense. Enfin, dans beaucoup d'entre elles, en tout cas. La troisième posture, c'est la complaisance idéologique. C'est ce qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire l'idée que, voilà, on a deux idéologies totalement opposées, mais qu'on peut faire un bout de chemin ensemble pour combattre l'État, le système, les États-Unis, le capitalisme, l'Occident, etc. Qu'on peut sceller une alliance. Ce qu'avaient cru, en 1979, les membres du Parti communiste Today et autres partis de gauche en Iran, en adhérant à l'idéologie et aux propositions politiques de l'imam Khomeini. Et ils se sont retrouvés rapidement dans les geôles qui étaient les mêmes que celles qu'ils avaient quittées avant la révolution islamique, les geôles du Shah. Et ils ont vite compris qu'il valait mieux ne pas s'allier avec l'islamisme. Ce que d'ailleurs les forces de gauche des autres pays du Moyen-Orient ont aujourd'hui compris. Nulle part il y a d'alliance qui s'est nouée du Maroc jusqu'à la Turquie. Nulle part une alliance s'est nouée entre les islamistes et la gauche. Ce qui met la gauche dans une position minoritaire, très souvent, prise entre deux feux, la dictature militaire et les islamistes. C'est ce qui s'est passé en Égypte, notamment, avec l'échec de la révolution égyptienne. Et puis la quatrième posture, c'est la confusion idéologique. Au nom de la lutte contre l'extrême droite, on va condamner la laïcité, en tout cas les laïcs. Mais au fond, pour défendre la même position, la même confusion, à savoir la confusion islam égale islamisme, ou islamisme égale islam. Ce que dit l'extrême droite, en France en particulier, parti de Zemmour, qui est de loin le plus à droite, c'est pas l'islamisme qu'il faut combattre, c'est l'islam. C'est l'islam qui est mauvais intrinsèquement. C'est l'islam qui est contraire aux valeurs des Lumières. Et puis, moi, quand j'attaque l'islamisme,
sur des tas de sites, je me fais incendier en disant que j'attaque l'islam par l'extrême gauche. Et donc les termes de l'équation sont les mêmes à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Et d'ailleurs, l'extrême droite et l'extrême gauche se confortent sans arrêt sur cette question. À chaque manifestation de xénophobie, on renforce les islamistes. À chaque attentat islamiste, c'est le vote d'extrême droite qui se renforce en France. Ils sont des alliés objectifs, comme on dit. Alors, dernière partie, en forme de conclusion, quelles sont les pistes d'action? Que faire? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de bien prendre conscience qu'on est face à un phénomène géopolitique et de longue durée qui ne s'arrête pas aux frontières de nos pays et qui vient de loin et qui ne sera pas résolu ni dans nos pays ni à court terme. Et donc il faut se préparer pour un combat de long terme avec des alliances qu'on voit se dessiner, mais alors précisément aujourd'hui. Quand j'ai écrit mon livre, il n'y avait pas la révolution des femmes iraniennes. Mais c'est là, dans ces pays musulmans, que va se faire, que va se jouer forcément le combat contre l'islamisme. C'est là qu'il va se perdre ou se gagner. Il faut donc soutenir ces combats des sociétés civiles contre les régimes totalitaires islamistes. Et ne pas croire que ce combat va être gagné demain matin, non plus. C'est-à-dire qu'il faut se préparer par un combat de longue haleine. Néanmoins, deuxièmement, mais il faut quand même agir ici et maintenant. Et on ne peut pas se reposer sur les sociétés civiles des pays musulmans en attendant que ces sociétés gagnent déface l'islamisme. Et donc là, on a deux dimensions, je pense, pour agir ici maintenant, la dimension sociale et la composante scolaire et la composante sociale. Plus généralement, l'école, évidemment, elle reflète l'état de la société. On n'est pas, l'école n'est pas une île. La dimension sociale, elle nous dit ceci. Il n'y a pas aujourd'hui, d'après en particulier l'enquête d'Olivier Galland et de Anne Muxel sur la tentation radicale, il n'y a pas de lien qui puisse être établi entre l'origine, la position socio-économique des élèves interrogés et leur degré de radicalisation. Ça n'existe pas. Et, ils ont pris d'ailleurs, pour en être sûr, les séries du bac comme une autre variable, les séries du bac étant très corrélées à l'origine socio-économique des élèves, et il n'y a aucune corrélation. C'est pas plus on est pauvre, plus on est radical, ça c'est dans la propagande de l'extrême gauche. En revanche, s'il y a un lien qui peut être fait, là je renvoie un autre chercheur qui est Hugo Micheron, c'est l'autarcie culturelle dans certains quartiers. Le fait de vivre entre soi, dans l'entre-soi, est un facteur qui est aggravant pour la radicalisation, pour Micheron même, pour le djihadisme. Et donc, on a là une indication qui nous dit, si on veut agir, il faut agir sur la mixité sociale. Il faut rétablir ou préserver la mixité sociale, car la mixité sociale, c'est une mixité ethnique aussi, et une mixité religieuse. Yanis Roder, qui vient de sortir un livre sur la laïcité en France, et qui est professeur à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, dit, moi j'ai des élèves, lorsque je leur dis que... J'ai des classes, pardon. Lorsque je leur dis qu'un Français sur deux aujourd'hui n'a pas de religion, c'est une vérité statistique, ils ne veulent pas me croire. Ils disent, vous mentez, c'est pas possible. Ils n'ont jamais vu d'élèves sans religion. C'est incroyable ce que dit le prof. Donc là, il y a une cause vraiment importante. C'est une condition pour moi
nécessaire, elle n'est pas suffisante, mais c'est une condition nécessaire. Comment penser lutter contre l'islamisme si les élèves vivent dans des ghettos? Et la deuxième chose, c'est la composante proprement scolaire. Et là, dans la composante proprement scolaire, il y a deux choses que je dis et que je répète dans tous mes rapports. C'est il faut former les enseignants. Une des raisons de la méconnaissance de la laïcité, c'est que les enseignants ne savent même pas ce que c'est, souvent, et en tout cas n'ont jamais reçu de formation. 5% des enseignants, dans une enquête d'il y a quelques années, peu d'années, de 4 ou 5 ans, 5% des enseignants disaient avoir reçu une formation à la laïcité en France. Donc là, il y a un gros effort à faire de formation. Et puis, la deuxième chose, c'est une action sur la hiérarchie scolaire. C'est essayer de combattre le surtout pas de vague, hein, et la poussière sous le tapis. Deux images que j'ai contribué à populariser, mais qui reflètent une réalité de l'école française. Hein. Une réalité d'ailleurs qui ne touche pas que l'islamisme, les religions, qui touche bien d'autres domaines. La violence scolaire, le cyberharcèlement, la pédophilie à une époque. C'est-à-dire qu'il y avait cette vieille culture scolaire qui vient d'ailleurs sans doute de la religion, de l'Église, qui consiste à dire on lave notre linge sale en famille. On n'en parle pas parce que ça pourrait nous faire du tort. Et en France, dans le contexte de guerre scolaire entre l'école catholique et l'école publique, qui a plusieurs siècles, voilà, avouer des faiblesses, c'était dévaloriser l'image de l'école publique ou de l'établissement scolaire, et donc faire le jeu des adversaires de l'enseignement catholique. Donc, j'ai essayé de soutenir ces trois grandes demandes sur les pistes d'action, la mixité sociale, la formation des enseignants et former les cadres de l'éducation nationale à soutenir les enseignants qui sont courageux, qui interviennent, qui promeuvent la laïcité et pas les laisser tomber. Alors vous savez qu'avec l'assassinat de Samuel Paty, on était précisément dans cette ambiguïté, voilà, qui était terrible. Pensez que cet homme se baladait avec un marteau dans son cartable pour se protéger, tellement il avait été lâché par l'institution. En résumé, je dirais, il s'agit, avec l'islamisme, d'une idéologie totalitaire qui s'attaque à bien plus que la laïcité, mais à l'ensemble des valeurs de la modernité, à l'ensemble des valeurs des Lumières. Et donc, le combat qu'il nous faut prendre ou continuer, c'est le combat des Lumières, c'est le combat de Descartes, c'est le combat de Spinoza. Merci. Merci, je vais passer la parole directement à la salle. Je crois qu'il y a des enseignants aussi.